La victime avait seulement 17 ans. Il y avait tellement de sang et tellement de blessures. Stop, c'est elle. On voit rarement un tel mépris pour la vie d'autrui. Il a continué jusqu'à ce qu'elle meure. Quel sauvage. Bonjour. Bonjour. Tierra Hall, âgée de 17 ans, se prépare pour son dernier jour de cours avant les vacances. Elle faisait le clown. Elle entrait dans la pièce en faisant des grimaces et en dansant dans tous les sens. Elle faisait tourner ses tresses en bougeant la tête, mais elle essayait de nous faire rire. N'oublie pas ton téléphone. Oui, merci. Avant de partir, elle m'a dit « Je t'aime » et j'ai répondu « Moi aussi ». Après avoir déménagé du Texas 3 ans plus tôt, Tierra s'est bien intégrée dans son nouveau lycée. Quand j'ai rencontré Tierra, ça a tout de suite accroché. On a appris à se connaître et on est devenus inséparables. Tierra et Amia étaient toujours ensemble. Elles étaient comme les deux doigts de la main, inséparables. Tout le monde aimait Tierra. On aimait son énergie et ses blagues. Elle était belle. Elle attirait les gens. Elle devait passer les vacances avec moi et mes amis. On avait vraiment hâte. Commissariat de Durham, votre appel sera enregistré. Oui, je me baladais avec ma copine et on est passé devant cette maison à vendre, au 4123 Trotter Ridge. On a regardé par la fenêtre. C'est une très jolie maison. On a fait le tour et on a vu une femme allongée par terre. On a supposé qu'elle dormait. Elle est derrière la maison, allongée à même le sol. C'est à 2 pâtés de maison du lycée Jordan. Quand les agents arrivent sur les lieux, ils voient tout de suite que la personne est décédée. Ils délimitent immédiatement la scène de crime et en interdisent l'accès. Les enquêteurs James Barr et Edwin Ortiz arrivent sur les lieux. Avec Ortiz, on a fait le tour et on est resté un moment à regarder le corps inanimé situé à l'arrière du Porsche. On savait que quelque chose d'horrible était arrivé. Bon, vérifions le corps. On a vu que c'était une jeune femme noire qui avait entre 15 et 18 ans. Elle portait un survêtement gris et un t-shirt avec un dessin d'Elmo dessus. Il y avait une coque de téléphone derrière elle. Il y avait des traces de sang à hauteur de genoux, sur les murs et sur la porte. On voit rarement un tel mépris pour la vie d'autrui. C'était une vraie boucherie. Je me souviens du regard d'Ortiz. C'était
glacial. Nous aimerions tous croire que le mal n'existe pas, qu'il n'y a pas de personnes malfaisantes. On dit souvent que plus rien ne nous choque, ne nous surprend, mais ce n'est pas vrai. Quelque chose s'est déclenché en nous. On savait qu'une tragédie venait de se produire et on voulait comprendre. Une chose que nous avions remarquée sur la scène de crime, c'était ces graffitis sur la porte, à côté de la victime. Elle était allongée sur une dalle de béton, à un peu plus d'1 mètre de la porte arrière de la maison. Quelqu'un avait dû utiliser un briquet pour y graver son nom. Il y avait écrit « Roika le sauvage ». Cette maison était inhabitée. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais quand on enquête sur un homicide, on ne doit laisser passer aucun détail. La première chose à faire était d'identifier la victime. Il y avait un petit papier dans sa poche arrière, avec quelque chose d'écrit dessus. Hé, regarde ça. Ce papier était un justificatif du lycée Jordan, un établissement à quelques centaines de mètres. Avec Ortiz et notre équipe, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. On a commencé à réfléchir. Les cours finissent le vendredi. Il fallait donc savoir à quelle heure elle était sortie. On devait très vite aller au lycée pour identifier la victime. Les enquêteurs contactent le directeur adjoint du lycée Jordan, Michael Irving. J'étais assis à mon bureau à répondre à des courriels quand j'ai reçu un appel. Apparemment, on avait découvert le corps d'une femme qui portait un document du lycée sur elle. Je voulais faire tout mon possible pour aider les policiers à comprendre ce qui s'était passé. Espérant pouvoir identifier la victime, Michael Irving se rend au lycée Jordan pour rencontrer les enquêteurs. Merci. Je sais que tous les établissements scolaires de Durham sont sous vidéosurveillance. Bien. Commençons. Il y a des caméras à chaque entrée, dans le hall et chaque sortie. Il y a entre 40 et 50 caméras dans le bâtiment. Voyons hier, à l'heure du repas. On voulait évidemment savoir qui était cette personne, mais aussi avec qui elle avait interagi, avec qui elle s'était disputée, et si elle avait des ennemis. On espérait que ces images nous apportent les indices dont on avait besoin pour élucider l'affaire. Stop. Revenez en arrière. Agrandissez l'image. Non, c'est pas son pantalon. Continuez. On surveillait des centaines d'élèves qui ne portent pas d'uniforme. Donc ils ont tous des tenues très différentes. On visionnait les images et je cherchais cette tenue précise et cette couleur de cheveux précise. On se concentrait sur Elmo. On cherchait un t-shirt gris avec Elmo. Mettez sur pause. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à la victime. Revenez en arrière. C'est la coupe de cheveux qui a attiré mon attention au début. Les cheveux en arrière, un survêtement gris et un t-shirt avec Elmo. Vous pouvez zoomer sur elle ? On a envie de sauter de son siège et pointer du doigt la victime en disant « c'est elle ».
Pour moi, cette vidéo était notre fil d'Ariane. On devait le suivre. C'est elle qui nous donnera une piste. Continuez, on doit voir où elle va. Elle se déplaçait naturellement d'un point A à un point B. Elle n'avait aucunement l'air de fuir quelqu'un. Vous pouvez la suivre? L'adjoint, qui connaît le lycée comme sa poche, la suivait à la trace avec chaque caméra. Essayez d'avoir une image claire pour qu'on l'identifie. C'est elle. Stop. Si j'avais pu avoir quelques doutes sur les autres images, à partir de ce moment-là, je n'en avais plus le moindre. J'étais sûr à 100% qu'il s'agissait de la victime. Même vêtements, même cheveux, même visage. C'était elle. Bon, suivez-la. On l'a suivie jusqu'en salle de cours. Les enquêteurs fouillent la salle de classe. On a trouvé un cartable et un ordinateur allumé. Le nom sur l'écran était Tierra Hall. C'était un moment un peu surréaliste. C'était une élève qui était là depuis plusieurs années. On a l'impression que le monde s'effondre autour de nous. Quelqu'un a frappé à ma porte. Oui? Vous êtes la mère de Tierra Hall? Ils savent déjà ce qu'on va dire. Parce qu'on voit leur visage commencer à se décomposer. Madame Hall? Il m'a dit « Je suis désolée de vous informer » et c'est les derniers mots que j'ai entendus. La première chose que je me suis dite, c'est « Qui ferait ça à Tierra ?» Tierra ne ferait de mal à personne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... c'est comme si... Comme si le monde s'était arrêté. Apprendre une telle nouvelle, ça m'a anéanti. Pourquoi? Je ne comprends toujours pas pourquoi. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi douloureux. Oui. Les enquêteurs essaient de retracer les derniers déplacements de Tierra. Elle nous a aidés à construire le début d'une chronologie. La mère de Tierra l'a vue pour la dernière fois le 27 mars, avant de partir au lycée. Elle nous a dit qu'elle n'était pas rentrée la nuit du 27, mais elle ne s'inquiétait pas parce qu'elle croyait que Tierra était avec des amis. On peut avoir son numéro de téléphone? Sur la scène de crime, on a retrouvé la coque du téléphone, mais pas le téléphone lui-même. Sa mère a pu nous donner le numéro de téléphone de Tierra. Merci. Dans les enquêtes criminelles, on dit toujours que le téléphone est l'extension du cerveau. En fouillant dans le téléphone d'une personne, on peut savoir où elle était, quand elle y était et pendant combien de temps, et si c'était la dernière position avant que le téléphone s'éteigne. Pendant que les relevés téléphoniques de Tierra sont en cours d'analyse, le médecin légiste envoie son rapport aux enquêteurs.
Barr. Les premiers rapports que j'ai reçus du médecin légiste indiquaient des coupures autour du visage, de la poitrine, du cou et de la tête. C'était violent. On ne peut pas faire autant de dégâts à main nue. Vu les blessures, il s'agissait forcément d'un objet contondant. En voyant les rapports et les images, le premier mot qui vient à l'esprit est « sauvage ». Oui, merci. Les enquêteurs quadrillent le quartier autour de la scène de crime. On cherchait la moindre information qui aurait pu nous aider à comprendre pourquoi la victime se trouvait là et avec qui elle pouvait être. Notre recherche a permis de trouver une témoin qui avait entendu une femme crier le 27. Merci pour votre aide. Un autre voisin raconte que sa fille a vu quelque chose d'étrange en regardant par la fenêtre. Elle a vu une personne passer dans un SUV noir et un peu plus tard, cette même personne est repassée, mais dans un autre véhicule. Bonjour. Possédez-vous des caméras de surveillance ou avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Une idée m'est venue. Quelqu'un pourrait avoir une caméra de surveillance chez lui. Je suis retourné à la maison où on a découvert Tierra et j'ai marché en direction du lycée en regardant les maisons. Et effectivement, j'ai remarqué une caméra sur une des maisons. Mon rythme cardiaque s'est accéléré à ce moment. Je tenais peut-être quelque chose. Le propriétaire m'a invité chez lui. Il m'a installé sur le canapé en face de la télé et m'a donné les images. Parfait, merci. En me basant sur les images du lycée, cela me permettait d'établir un début de chronologie. Je visionnais les images et j'ai vu un SUV noir passer. Puis revenir. Mais impossible de voir la plaque d'immatriculation. Je passe les images en boucle en me disant « Et si c'était le tueur ?» Il fallait absolument retrouver le coupable. Mais il fallait être prudent. Vu la violence du crime, cette personne était capable de tout. Ce SUV noir n'avait rien de particulier. Un véhicule classique qui pourrait appartenir à n'importe qui. Et sans numéro de plaque, impossible de l'identifier. Je continuais de visionner les images. Quand tout à coup, j'ai vu une personne marcher en direction de la scène de crime. Puis une autre personne est apparue. Elle portait un survêtement gris, un t-shirt Elmo et avait les cheveux en arrière. C'est elle. J'ai immédiatement identifié Tierra Hall.
J'étais choqué. J'avais du mal à croire ce que je voyais. J'ai visionné la vidéo image par image jusqu'à ce qu'il sorte du cadre. À ce moment, les recherches ont pris une autre tournure. Je devais identifier qui était l'autre personne afin de pouvoir assembler les pièces du puzzle. C'était potentiellement quelques instants avant qu'elle se fasse sauvagement attaquer. Amia, la meilleure amie de Tiera, apprend la nouvelle. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Mon copain m'a dit « Assieds-toi ». Ils ont trouvé Tiera. Je lui ai dit « Tu plaisantes ?» Et il a répondu « Non, elle est morte ». Je me demandais juste qui et pourquoi. Il n'y avait aucune raison possible que quelqu'un éprouve autant de colère contre une personne aussi gentille. Je suis allée voir sa mère dès que je l'ai appris. Je suis désolée. Sa mère était totalement dévastée. C'est à ce moment que j'ai compris que tout ça était réel. Je pense qu'elle était encore sous le choc. Ça faisait beaucoup de choses à digérer pour elle. J'y crois pas. Mon bébé. Amia... J'ai de la peine pour elle. Parce que... Elles étaient tellement proches. Je sais que, comme moi, ça doit être dur. Mais perdre une amie... J'imagine pas. Ce fut très difficile d'aller là-bas, mais je pouvais pas la laisser traverser ça toute seule. Alors, j'y suis allée et je suis restée avec elle quelques heures. Les enquêteurs détiennent désormais le journal d'appel du téléphone de Tiera. À partir des relevés téléphoniques, on a pu identifier un ami de Tiera au Texas avec qui elle échangeait. On a pris contact avec lui et on l'a directement exclu des suspects parce qu'il n'était pas dans la région. Au Texas, d'accord, merci pour votre aide. Les vidéos du lycée. Voyons ça. Notre dernière piste était les images qu'on avait de Tiera descendant les escaliers et se rendant en salle de classe. Environ 1 heure plus tard, on la voyait franchir cette porte sur la gauche. Et grâce aux caméras, on a pu la suivre dans les couloirs. Sur les images, on voit Tiera se comporter comme une jeune fille de 16-17 ans, rien d'alarmant. Puis, on la voit discuter avec un homme dans les couloirs. Et leur interaction avait l'air plutôt amicale. Continue de les suivre. On le voyait bien à l'image. T-shirt à manches longues rouges et des dreadlocks. Ils se connaissaient parce qu'ils marchaient en étant suffisamment proches pour discuter.
Reviens en arrière. On voyait l'homme s'approcher d'elle, tendre le bras, pour ensuite lui prendre quelque chose. Il a pris son téléphone. On s'est dit que c'était son téléphone. Il lui prend et s'en va, ce qui la force à le suivre. Est-ce qu'il se chamaillait? Qui est cette personne avec qui elle est suffisamment à l'aise pour lui courir après avec un grand sourire? Prochaine caméra. On suivait cet homme noir aux dreadlocks et au t-shirt à manches longues rouges. Et juste derrière, on voyait Tiara essayer de le rattraper. Elle avançait vraiment vite, comme si la situation devenait grave. Tiara le suivait en essayant de récupérer son téléphone. Il y a des caméras à l'extérieur du lycée? Sur une autre caméra, on voyait cet homme et Tiara sortir du lycée. Vérifie la route juste à côté. Même s'il y avait beaucoup de pixels, on parvenait tout de même à suivre la situation. Au départ, on voit simplement cet homme qui marche, mais ce n'est pas vraiment significatif. Puis, quelques secondes plus tard, on découvre une deuxième personne juste derrière. Affiche les images sur Trotter Ridge. En nous basant sur la chronologie et la position des individus, on en a déduit que Tiara suivait cet homme sur Trotter Ridge jusqu'à l'endroit où le crime a eu lieu. À ce moment-là, les images nous tenaient vraiment en haleine. Avance un peu. Sur les images, on pouvait voir cet homme revenir au lycée peu de temps après, tout seul. Je peux vous le promettre, j'étais sûr à 100% que Tiara venait d'être assassinée et que cet homme était le coupable. La dernière chose qui nous restait à faire était de l'identifier. Regarde la route derrière l'école. On a regardé cet homme retourner vers le lycée depuis Trotter Ridge. Suis-le. On a repris les images du lycée et on a pu surveiller cet homme alors qu'il revenait dans l'établissement. Il est allé directement aux toilettes. Attends, repasse-le. Reviens en arrière. Arrête là. Regarde ça. On voyait que ses manches étaient entièrement baissées, comme pour cacher ses mains. Je m'étais tout de suite dit qu'il dissimulait quelque chose dans ses mains et qu'il est allé aux toilettes pour vite s'en débarrasser. Attendons qu'il sorte.
Et en sortant, ses mains étaient visibles. Il est sorti de là, totalement décontracté. Comme si c'était une journée ordinaire. Comme s'il ne venait pas de prendre une vie. Suis-le. On doit l'identifier. Ensuite, on l'a vu rentrer dans le secrétariat. Qu'est-ce qu'il fait? Le suspect porte à présent un manteau et un sac à dos. Il semble attendre quelqu'un. Si j'avais tué quelqu'un en plein milieu de la journée et que j'avais 17 ans, est-ce que j'arriverais à rester assis en cours toute la journée? Bien sûr que non. J'aurais besoin de rentrer chez moi pour réfléchir. Une femme est arrivée 30 minutes plus tard. Elle a signé un document et ils sont tous les deux sortis du lycée. Les enquêteurs contactent le directeur adjoint, Michael Irving, pour obtenir l'identité de l'élève. Je me rappelle l'avoir vu et lui avoir demandé comment il allait. Il disait se sentir mal. Il est ensuite allé à l'accueil pour appeler chez lui pour que sa mère vienne le chercher. Le directeur adjoint a pu nous fournir l'identité du suspect. Kelton Fox, l'ex-petit ami de Tiara. Merci. Je n'avais aucun doute sur cet homme. Faites des prélèvements sur les lavabos, le mur partout. On pensait qu'il s'était rendu aux toilettes pour nettoyer le sang sur ses mains. On a donc envoyé des experts analyser les toilettes. On allait tout faire pour prélever chaque carreau, chaque recoin et chaque rebord de poubelle. S'il y avait une preuve, on allait la trouver. On a effectué un test de présomption. Ce procédé permet d'identifier une substance. On a fait ce test sur le lavabo et le résultat était positif. C'était du sang. Continuez. Il fallait récupérer tout ce qu'on pouvait et l'envoyer au labo. On a le sang, les enregistrements, on a ce qu'il faut pour l'arrêter. C'est le lundi soir qu'on a décidé qu'on avait suffisamment d'éléments pour prouver sa culpabilité. Il faut un mandat. Il fallait arrêter cet homme. J'ai lancé un mandat d'arrêt contre Kelton Fox pour homicide volontaire. Les enquêteurs se rendent chez Kelton Fox avec un mandat d'arrêt. On est le 31 mars à 11h. Vous êtes Madame Fox? Et toi, Kelton? Bien. Écoutez, il faut qu'on parle. D'accord. On a beaucoup de choses à se dire. Je comprends pourquoi tu es menotté, tu le sais? Une de mes amies a disparu. Elle a disparu. Oui, elle a disparu et il faut savoir qui a fait ça. Tu as des informations à ce sujet? Non. Il n'avait aucun remords, rien. Il me regardait comme je vous regarde actuellement. L'enquêteur Barr interroge la mère de Kelton. Madame Jennings, je suis l'inspecteur Barr. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il faut que vous me donniez autant d'informations que possible. D'accord. Votre fils a été arrêté pour le meurtre de Tiara Hall. Nous disposons de plusieurs éléments qui prouvent qu'il l'a tué vendredi après-midi. Mon Dieu! Seigneur, aide-moi! Kelton et sa mère sont conduits au commissariat de Durham.
froid ici. L'inspectrice interroge d'abord la mère de Kelton, seule. Porte-t-il habituellement une arme? L'avez-vous déjà vu armé? Non, il a juste... comment on appelle ça? Un canif. Il a un petit canif, il aime bien ça. D'accord. Puis, l'enquêteur Barr interroge Kelton et sa mère. Est-ce que tu as quitté le lycée dans la journée? Pour la pause cigarette. D'accord, donc tu es sorti du lycée. J'étais juste devant. D'accord. Je ne suis pas parti. Laisse-moi reformuler. As-tu quitté l'enceinte du lycée Jordan? Non. Jamais. Non, monsieur. Sa toute première déclaration était un mensonge. D'accord, juste pour que tu sois clair, tu dis ne jamais avoir quitté l'enceinte du lycée. Non, monsieur. D'accord, je voulais être sûr d'avoir bien entendu parce que Oui. c'est le premier mensonge. Je veux que vous le sachiez. Et je veux lui faire comprendre que je sais déjà tout. Allez, on continue, on reviendra sur ce mensonge plus tard. C'est à ce moment que l'instinct de sa mère s'est mis à le protéger. Attends, arrête. Est-ce que c'est trop tard pour demander un avocat? Parce que là... C'est à lui de... Oui, mais... Écoutez, c'est son choix. D'accord. Il avait le choix tout à l'heure. D'accord. Je dis juste que ton grand-père veut que l'avocat soit présent. Tu veux attendre l'avocat? Je pense qu'on devrait vraiment l'attendre. Elle le protégeait et laissait entendre que la famille voudrait un avocat. On peut voir ma frustration pendant l'interrogatoire. Je suis sorti et j'ai laissé faire. Même si je leur explique, ils diront que je mens. Il ne s'agit pas de ce qu'ils croient, mais de ce que tu as fait. Ils vont m'enfermer. Ils vont t'enfermer quoi qu'il arrive, parce que tu vas aller en prison. Tu ne rentreras pas à la maison ce soir. Je sais. Il ne s'agit pas de ce qu'ils pensent. Ça, c'est clair. Pendant qu'on interrogeait Kelton, une perquisition était en cours dans sa maison. On a trouvé des haches et des couteaux dans sa chambre. Et dans la poubelle, on a trouvé un grand étui de couteaux vide. Et ce qu'on pensait être des vêtements ensanglantés. On a aussi trouvé plein de papiers avec écrit « Roi K, le sauvage ». Roi K le sauvage. Ça le reliait directement à la scène de crime. Parce qu'il a bêtement décidé d'écrire son nom juste derrière le corps avec un briquet. Quand le tueur dit lui-même « Oui, je suis un sauvage, j'aime tuer », qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mettez-vous contre le mur. Non, par ici. En nous occupant de Kelton en salle d'interrogatoire, on lui a confisqué les chaussures qu'il portait quand on l'a arrêté. Non, il faut que ce soit sur le côté. Merci. On a remarqué des traces rouges qui semblaient être du sang sur ses chaussures. On a envoyé les chaussures au labo. On a reçu les analyses et le sang sur ses chaussures correspondait à celui de Tierra. Ça y est, on le tient. Quand on a perquisitionné son logement, on a trouvé des carnets où Kelton avait écrit. Pour résumer, on y voyait que Kelton était furieux contre Tierra parce qu'il pensait qu'elle l'avait trompé et il ne pouvait pas supporter cette idée. Il y avait des pages et des pages et des pages où on le voyait être obsédé par Tierra, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement.
C'était bien au-delà de ce que je pourrais considérer comme une obsession normale. Il ne pouvait pas contrôler sa colère dans ses écrits. Et ses phrases correspondaient bien à son surnom de sauvage. Il était réputé pour être très collant et très obsédé par elle, au point où il n'a jamais voulu qu'ils se quittent. Et voilà le mobile du meurtre. Tu es accusé du meurtre de Tiera. C'est la seule accusation pour l'instant. Homicide volontaire. Il y avait un sentiment de soulagement quand j'ai quitté la salle d'interrogatoire. J'ai rejoint Ortiz et on s'est regardé en pensant « c'est bon, on le tient ». On a pu souffler après avoir appelé la mère de Tiera. On lui a dit « Madame, on le tient. On a arrêté Kelton et il est en détention. » Face au mur. Quand on m'a dit que c'était lui le coupable, je ne comprenais pas. Pourquoi lui? Pourquoi? C'était épouvantable de réaliser que ce jeune homme calme puisse être ce monstre. J'étais contente qu'on l'arrête, mais ça ne changeait rien pour moi, ni pour la mère de Tiera. Combien de vies ont été bouleversées par cet acte. Ça a changé la vie de sa mère, la mienne, celle de sa sœur, de sa famille. La vie de ses parents est changée à jamais. Je sais juste qu'elle était toujours là pour moi. Et la fois où elle a eu besoin de moi, je n'étais pas là pour elle. Avez-vous commis cet acte, Monsieur Fox? Oui, monsieur. Une négociation de peine est accordée à Kelton Fox en raison de son âge, et il plaide coupable pour homicide involontaire. Au moment des faits, Kelton n'avait pas le droit de vote, il ne pouvait acheter ni cigarettes ni alcool, il ne pouvait ni s'engager dans l'armée ni se battre. C'était un enfant, et surtout, il avait un cerveau d'enfant. Aucun élément ne permet de prouver la préméditation. Toutefois, les enquêteurs supposent que Kelton avait tout planifié. Personnellement, je pense qu'il l'avait prévu. Le moment où il prend son téléphone et qu'il quitte l'école, c'est là que j'ai compris que c'était prémédité. Je pense que Kelton l'avait planifié. Il était jaloux et foudrage. Je pense qu'il a vu l'opportunité parfaite au lycée de Jordan. Il s'est dit, si je lui pique son téléphone et que je m'en vais, elle sera obligée de me suivre. C'était ça son plan. Kelton, rends-moi mon téléphone. Je pense qu'il a pris son téléphone et qu'il lui a dit « Oh, tu veux ton téléphone? Viens le chercher. » Elle n'a pas hésité. Elle est partie chercher son téléphone. Mais il est arrivé derrière avec un couteau et a commencé à la massacrer. Je pense qu'elle a crié et que les voisins l'ont entendu. Et il a continué jusqu'à ce qu'elle meure. Quel sauvage. On n'a pas trouvé l'arme du crime. Le temps a joué contre nous. On pense qu'il l'a peut-être jetée à la poubelle. Et le temps de rassembler toutes les informations, les poubelles avaient déjà été ramassées. Kelton Fox est condamné à 15 ans de prison. Si on regarde ça avec un œil d'enquêteur, oui, l'affaire est résolue. Il y a un sauvage de moins en liberté. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas du tout.
Mais on l'a fait pour toi, Tiara. Il y avait beaucoup de gens de ton côté. Mais... Vous savez, c'est dur. C'est dur. Désolé. C'est compliqué. On a fait une cérémonie en son honneur. Avec mes amis, on allume toujours des bougies pour son anniversaire. On le fête chaque année. On célèbre plus le jour de sa naissance que celui de sa mort. Je suis fière d'elle. Je l'aime tellement, de tout mon être. Je préfère me rappeler d'elle comme d'une enfant joyeuse et pleine de vie. C'est le souvenir qui restera gravé en moi.